Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur C8 et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle lecture d'un roman de Franz Kafka, Le Château, une de ses grandes œuvres, une œuvre inachevée, publiée en 1926 à titre posthume par un ami de l'auteur, Max Brod. Alors le récit suit les aventures de K, qui se bat pour entrer en contact avec les autorités du village où il vient d'arriver, afin d'officialiser son statut d'arpenteur. Mais le château où résident les fonctionnaires demeure inaccessible. Comment va-t-il se dépatouiller? Eh ben, on va le découvrir tout de suite puisqu'on commence tout juste ce roman. C'est un roman qui est sombre, qui est irréel. Et le château traite en vérité de l'aliénation de l'individu face à une bureaucratie qui a coupé tout contact avec la population. On peut plutôt se retrouver là-dedans, hein. Et aujourd'hui, ce roman est considéré comme l'un des plus grands romans du XXe siècle. L'œuvre, d'ailleurs, pour la petite anecdote, aurait dû être détruite puisque c'était Kafka qui avait demandé à son ami Max Brod de détruire ce roman inachevé. Et puis, eh bien, en bon pote, Max, il a dit « Hors de question, désolé, tu n'es plus là, mais cet ouvrage, il est trop formidable pour ne pas voir le jour. » Et heureusement que Max Brod nous a partagé ça avec le monde, puisque c'est vraiment une des œuvres les plus exceptionnelles de Franz Kafka, avec le procès et puis la métamorphose, entre autres. Je vous souhaite une belle lecture, un bon voyage à travers ce château et les méandres de cette bureaucratie. Si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire en utilisant le hashtag VBN. Vous savez tout. Bonne lecture à vous. Le château, chapitre 1, arrivée. Il était tard dans la soirée lorsque K arriva. Une neige épaisse recouvrait le village. La colline du château était invisible. Elle était plongée dans le brouillard et les ténèbres. Pas la moindre lueur n'indiquait le grand château. K se tint longtemps sur le pont de bois qui relie la grande route au village et dirigea son regard là-haut, vers cette apparence de vide. Puis il alla chercher un gîte pour la nuit. À l'auberge, on veillait encore. L'aubergiste n'avait aucune chambre à louer. Mais fort surpris et déconcerté par l'arrivée tardive de ce client, il était disposé à laisser dormir K sur une paillasse dans la salle de l'auberge. K accepta. Quelques paysans étaient encore assis autour d'une bière. Mais il n'avait envie de parler avec personne. Alla lui-même chercher la paillasse au grenier et s'allongea à proximité du poêle. Il faisait chaud. Les paysans se taisaient. Il les examina, encore un peu d'un œil fatigué, puis il s'endormit. Mais peu de temps après, on le réveillait déjà. Un jeune homme en tenue de ville, qui avait un visage d'acteur aux yeux étroits et aux sourcils épais, se tenait debout à côté de lui en compagnie de l'aubergiste. Les paysans, eux, aussi, étaient encore là. Certains avaient retourné leur siège pour mieux voir et entendre. Le jeune homme s'excusa très poliment d'avoir réveillé K, se présenta comme le fils du gouverneur du château et ajouta « Ce village est la propriété du château. Quiconque habite ici, ou y passe la nuit, habite ou passe en quelque sorte la nuit dans le château. Personne n'y est autorisé sans la permission du comte. Or, vous n'avez pas de semblable permission, ou du moins, vous ne l'avez pas présentée. » K s'était à moitié redressé et s'était passé la main dans les cheveux. Il regarda ses gens par en dessous et dit « Dans quel village me suis-je égaré? Il y a donc un château ici ?»« Mais oui !» fit lentement le jeune homme. Tandis qu'ici et là, on hochait la tête en regardant K, le château de Monsieur le Comte West-West. « Et il faut avoir la permission pour y passer la nuit ?» demanda K, comme pour s'assurer qu'il n'avait pas rêvé. Peut-être ce qu'on venait de lui annoncer. « Il faut avoir l'autorisation », fut la réponse. Et le jeune homme se moqua grossièrement de K en demandant à l'aubergiste et au client le bras tendu, à moins qu'il n'en faille pas, peut-être. Bon,
Je suis donc sans doute obligé d'aller me chercher cette autorisation, fit K en bâillant. Et il repoussa la couverture comme pour se lever. Ah oui? Et auprès de qui? Demanda le jeune homme. Auprès de monsieur le comte, dit K. Puisqu'il n'y a sans doute rien d'autre à faire. Maintenant, à minuit, aller chercher l'autorisation auprès de monsieur le comte, s'écria le jeune homme en reculant d'un pas. Cela n'est-il pas possible? Demanda K sans sourciller. Alors pourquoi m'avez-vous réveillé? Mais cette fois-ci, le jeune homme s'écria, hors de lui. Voilà bien des manières de vagabond. Non mais j'exige le respect devant les autorités comtales. Je vous ai réveillé pour vous faire savoir que vous devez immédiatement quitter le territoire du comte. La comédie a assez duré, fit K à voix basse. Et il se rallongea en ramenant sur lui la couverture. Vous allez un peu trop loin, jeune homme, et je reviendrai demain sur votre conduite. L'aubergiste et ces messieurs là-bas sont mes témoins, pour autant que j'ai d'ailleurs besoin de témoins. Au reste, promettez-moi de vous dire que je suis l'arpenteur que le comte a fait venir. Mes assistants me rejoindront demain en voiture avec les appareils de mesure. Je n'ai pas voulu rater cette occasion d'une marche dans la neige, mais je me suis malheureusement perdu plusieurs fois, d'où mon arrivée tardive. J'étais conscient qu'il était trop tard pour me présenter au château, bien avant que vous ne le fassiez ou que vous me fassiez la leçon. C'est pourquoi je me suis contenté de ce lit de fortune où vous avez eu, pour ne pas en dire plus, l'impolitesse de me déranger. Sur ce, trêve d'explication. Bonne nuit, messieurs. Et K se tourna vers le poêle. L'arpenteur, entendit-il demander avec hésitation derrière lui. Puis, il y eut un silence général. Mais le jeune homme retrouva bientôt sa contenance et dit à l'aubergiste, assez en sourdine pour avoir l'air de respecter le sommeil de K, mais assez fort pour que celui-ci le comprenne. Je vais m'informer par téléphone. Quoi? Il y avait aussi un téléphone dans cette auberge? On était remarquablement équipés. Ce détail surprit K, même si, dans l'ensemble, il s'y était attendu. Il s'avéra que les téléphones étaient situés presque au-dessus de sa tête. Il avait tellement sommeil qu'il ne l'avait pas remarqué. Or, si le jeune homme devait téléphoner, avec la meilleure volonté du monde, il ne pouvait ménager le sommeil de K. Il s'agissait donc simplement de savoir si K le laisserait agir. Il décida de le laisser faire. Mais alors, cela ne rimait à rien de faire semblant de dormir. Il se remit donc en position assise. Il vit les paysans reculer timidement et se consulter. L'arrivée d'un arpenteur n'était pas un mince événement. La porte de la cuisine s'était ouverte et l'imposante silhouette de la patronne en occupa toute l'embrasure. L'aubergiste s'approcha d'elle sur la pointe des pieds pour tout lui raconter. C'est alors que la conversation téléphonique commença. Le gouverneur dormait, mais un gouverneur adjoint, l'un des gouverneurs adjoints, un certain Monsieur Fritz, était là. Le jeune homme qui se présenta sous le nom de Schwarzer raconta comment il avait trouvé K, individu d'une trentaine d'années, tout dépenaillé, en train de dormir tranquillement sur une paillasse, avec pour oreiller un minuscule sac à dos et un bâton noueux à portée de la main. Bien sûr, il lui avait paru suspect, et comme l'aubergiste avait manifestement manqué à son devoir, il avait considéré de son devoir, à lui, Schwarzer, d'élucider cette affaire. K avait pris ce réveil de très mauvaise grâce, ainsi que l'interrogatoire et la menace réglementaire d'expulsion du comté qui lui avaient été adressés. Peut-être à juste titre d'ailleurs, comme la suite l'avait montré, car il affirmait être l'arpenteur engagé par monsieur le comte. Il convenait bien sûr, au moins pour respecter les formes, de vérifier ses affirmations. C'est pourquoi Schwarzer priait monsieur Fritz de vérifier au bureau central si un arpenteur était bien attendu et de téléphoner aussitôt la réponse. Puis, tout fut silencieux. À l'autre bout, Fritz se renseignait. Et ici, on attendait la réponse. K, resté comme auparavant,
sans même se retourner ni manifester la moindre curiosité. Regardant droit devant lui, le récit de Schwarzer, avec son mélange de méchanceté et de prudence, lui donnait une idée de l'espèce de culture diplomatique, où même des personnages subalternes, comme Schwarzer, étaient passés maîtres au château. Et on ne manque pas non plus d'ardeur au travail là-bas. Le bureau central avait un service de nuit. Et visiblement, il répondait à toute vitesse, car déjà Fritz rappelait. Mais ce rapport sembla des plus brefs, car Schwarzer, furieux, raccrocha aussitôt. « C'est bien ce que je disais !» s'écria-t-il. « Par l'ombre d'un arpenteur, un vulgaire menteur, Pardon, pas l'ombre d'un arpenteur, un vulgaire menteur, un vagabond, ou pire encore, sans doute. » Pendant un instant, K crut que Schwarzer, les paysans, l'aubergiste et sa femme allaient tous se précipiter sur lui. Pour échapper au moins au premier assaut, il se recroquevilla sous la couverture. C'est alors, il ressortit lentement la tête, que le téléphone retentit à nouveau, avec une force particulière. Trouva K. Il y avait peu de chances pour qu'il s'agisse à nouveau de K. Cependant, tous s'immobilisèrent, et Schwarzer retourna décrocher. Il écouta jusqu'au bout une assez longue explication, puis fit doucement. « C'est une erreur, donc. Oh, c'est fort déplaisant pour moi. Le chef du bureau a lui-même téléphoné. Bizarre, bizarre. Et comment dois-je t'expliquer cela à monsieur l'arpenteur, maintenant ?» K tendit l'oreille. Le château l'avait donc nommé arpenteur. D'un côté, cela lui était défavorable, car cela indiquait qu'au château, on avait sur lui tous les renseignements nécessaires, qu'on avait évalué le rapport de force et qu'on abordait la lutte avec le sourire. Mais d'un autre côté, cela lui était tout aussi favorable, car cela prouvait, selon lui, qu'on le sous-estimait, et qu'il aurait plus de liberté qu'il n'eût pu l'espérer de prime abord. Et si l'on croyait pouvoir le maintenir dans un état de terreur continuelle en reconnaissant son statut d'arpenteur, ce qui témoignait certainement d'une plus grande force intellectuelle, on se faisait des illusions. Il en eut un léger frisson, rien de plus. Schwarzer, s'approchant timidement, K lui signifia de s'éloigner. Malgré ses invitations pressantes, il refusa de se transporter dans la chambre de l'aubergiste. Il se contenta d'accepter que l'aubergiste lui donne un petit verre pour dormir, et sa femme, une cuvette avec du savon et une serviette. Il n'eut même pas besoin de demander qu'on vide la salle, car tout le monde se précipita vers la sortie en détournant le visage, de peur d'être reconnu par K le lendemain. On éteignit la lampe, et il fut enfin au calme. Il dormit d'un sommeil profond jusqu'au matin, à peine vaguement dérangé, une ou deux fois, par des rats qui couraient à travers la pièce. Après le petit déjeuner, qui, au dire de l'aubergiste, serait réglé par le château, comme d'ailleurs tout le reste de sa pension, il voulut aussitôt se rendre au village. Jusque-là, il avait limité la conversation avec l'aubergiste au strict minimum, en souvenir de sa conduite de la veille. Mais comme il ne cessait de tourner autour de lui avec un air de muette supplication, il eut pitié de lui et le laissa s'asseoir un instant à ses côtés. « Je ne connais pas encore le comte, dit K. On dit qu'il paye bien quand le travail est bien fait. Est-ce vrai ? Quand on part comme moi, si loin de sa femme et de son enfant, on veut aussi rentrer chez soi avec quelque chose en poche. De ce côté-là, monsieur n'a pas de souci à se faire. On n'entend personne se plaindre d'être mal payé. Bon, dit K. Je ne suis pas timide et je peux aussi dire mon avis à un comte. Mais il faut beaucoup mieux s'entendre à l'amiable avec ces messieurs, bien sûr. L'aubergiste était assis en face de K, sur le rebord de la fenêtre. Il n'osait s'asseoir plus à son aise et fixait sur K de grands yeux bruns anxieux. Il avait commencé par imposer sa présence à K. Et maintenant, on avait l'impression qu'il eût préféré prendre la fuite. Craignait-il d'être interrogé sur le compte ? Craignait-il que le monsieur qu'il voyait en K ne soit pas de confiance ? K devait faire diversion.
Il regarda sa montre et dit « Mes assistants vont bientôt arriver. Maintenant, pourras-tu les loger ici ?»« Bien sûr, monsieur, fit-il. Mais ne vont-ils pas habiter avec toi, au château ?» Renonce-t-il si aisément et de si bon cœur aux clients, et à K en particulier, qu'il voulait absolument renvoyer au château? Ce n'est pas encore sûr, dit K. Je dois d'abord m'informer sur le genre de travail qu'on me réserve. Si je dois, par exemple, travailler ici en bas, il sera plus raisonnable d'habiter ici. Je crains aussi que la vie au château ne me déplaise. Je tiens à ma liberté. Tu ne connais pas le château, dit l'aubergiste à voix basse. Certes, fit K. Il ne faut pas juger trop vite. Après tout, pour l'instant, je sais seulement que le château s'y attend pour choisir un... Je sais seulement que le château s'y entend pour choisir un bon arpenteur. Peut-être a-t-il d'autres qualités encore. Il se leva pour délivrer de sa présence l'aubergiste, qui se mordait les lèvres d'inquiétude. La confiance de cet homme n'était pas facile à gagner. En sortant, K avisa un portrait sombre dans un cadre sombre. Étendu, il l'avait déjà remarqué, mais la distance l'empêchant de distinguer les détails, il avait cru que la toile avait été retirée du cadre et que seul le châssis noir était visible. Or, c'était bien un tableau, et on le constatait maintenant. Le buste d'un homme d'environ 50 ans. Il tenait sa tête tellement penchée sur sa poitrine qu'on voyait à peine ses yeux. Un front haut et lourd, ainsi qu'un grand nez à clin, semblaient le faire ployer sous leur charge. La barbe, enfoncée au niveau du menton à cause de cette posture, se déployait plus bas. Les doigts écartés de la main gauche étaient posés sur son ample chevelure, mais sans parvenir à soulever la tête. « Qui est-ce » demanda K. « Le comte ?» K était debout devant le tableau. Il ne se retourna pas vers l'aubergiste. « Non, dit l'aubergiste, c'est le gouverneur. »« Ils ont un beau gouverneur au château, c'est vrai, » dit K. « Dommage que son fils soit si mal élevé. »« Non, dit l'aubergiste en attirant K un peu vers lui. Et il lui chuchota à l'oreille. « Schwarzer a exagéré hier. Son père est simplement un gouverneur adjoint. Et même un des plus subalternes. » À cet instant, l'aubergiste faisait à K l'impression d'être un enfant. « Le coquin !» dit K en riant. Mais loin de rire avec lui, l'aubergiste ajouta. « Son père à lui aussi est puissant. »« Allons !» dit K. « Tu crois tout le monde puissant ?»« Moi aussi, peut-être. »« Toi ?» fit-il timidement, mais d'un air sérieux. « Je ne te crois pas puissant. »« Tu as donc tout de même le sens de l'observation, dit K. En effet, soit dit entre nous, je ne suis vraiment pas puissant, et c'est pourquoi j'ai sans doute autant de respect que toi envers les puissants. Mais n'ayant pas ta franchise, je ne suis toujours pas prêt à l'admettre. » Et K donna à l'aubergiste une petite tape sur la joue pour le consoler et l'amadouer. L'aubergiste finit alors par esquisser un sourire. C'était vraiment un jeune homme avec son visage tendre et presque imberbe. Comment se retrouvait-il avec cette femme imposante et d'âge mûr qu'on voyait à côté, derrière une lucarne, les coudes écartés du corps, en train de s'affairer dans la cuisine? Mais K renonça à le sonder davantage, ne voulant pas chasser ce sourire enfin obtenu. Il se contenta donc de lui faire signe de lui ouvrir la porte et sortit dans cette belle matinée d'hiver. Il voyait maintenant le château se dessiner nettement dans l'air limpide. Plus net encore, parce que la neige épousait toutes les formes et recouvrait le paysage d'une couche légère. Du reste, il semblait y avoir beaucoup moins de neige là-haut sur la colline qu'ici au village, où K eut autant de mal à avancer que la veille sur la grande route. Ici, la neige atteignit les fenêtres des chalets et pesait aussi sur leurs toits bas, avançant vers le sol. Mais là-haut, sur la colline, tout se dressait avec aisance et liberté, ou du moins en donnait l'impression vu d'ici.
Dans l'ensemble du château, vu à distance correspond. Dans l'ensemble du château, pardon, excusez-moi, il y a une virgule que je ne prends pas en compte, et c'est très important. Dans l'ensemble, le château, vu à distance, correspondait aux attentes de K. Il ne s'agissait ni d'un vieux manoir, ni d'un palais, mais d'un édifice récent, tout en longueur, composé de quelques bâtiments à 2 étages et d'une multitude de petits pavillons adossés les uns aux autres. Si l'on n'avait pas su que c'est un château, on aurait pu le prendre pour une petite ville. K voyait seulement une tour. Il était impossible de savoir si elle appartenait à un édifice privé ou à une église. Des nuées de corbeaux tournoyaient autour. Les yeux braqués sur le château, K poursuivit sa route sans se préoccuper de rien d'autre. Mais en approchant, il fut déçu par le château. Ce n'était qu'une assez minable bourgade, tout compte fait, composée de maisons rustiques, apparemment toutes en pierre, ce qui était leur trait distinctif. Mais le crépi était tombé depuis longtemps, et la pierre semblait s'effriter. K eut le souvenir fugace de sa petite ville natale. Elle n'avait guère envie à ce prétendu château. Si K était seulement venu pour la visite, ce long voyage n'en aurait pas valu la peine. Et il eût mieux fait de retourner visiter son vieux pays, où il n'avait pas été depuis si longtemps. Et il compara en son fort intérieur le clocher de son village avec cette tour, là-haut. Une tour hardie, décidée, bien droite, et s'amenuisant dans les hauteurs, se terminant par un vaste toit de tuiles rouges, un édifice terrestre. Que savons-nous construire d'autre? Mais visant plus haut que le fouillis des maisons basses, et plus clair dans son expression que ne l'est la grisaille du labeur quotidien. Cette tour là-haut, c'était la seule visible, appartenait, comme on le découvrait à présent, à une résidence, peut-être au bâtiment central du château. C'était un édifice circulaire, régulier, en partie heureusement recouvert de lierre, percé de petites fenêtres qui brillaient au soleil. Cela avait quelque chose d'insensé, et se terminant par une sorte de galerie dont les créneaux incertains, inégaux, fendillés, comme dessinés par la main inquiète ou négligente d'un enfant, découpaient le ciel bleu. C'était comme si quelque habitant, neurasthénique, confiné avec raison dans la pièce la plus éloignée de la maison, avait percé le toit et s'était dressé pour s'exhiber au monde. K s'arrêta de nouveau, comme si rester immobile lui eût donné une plus grande force de jugement. Mais il fut dérangé. Derrière l'église du village, près de laquelle il s'était arrêté, en fait c'était seulement une chapelle, agrandie par une grande grange pour pouvoir héberger tous les fidèles, se trouvait l'école. Cette longue bâtisse, peu élevée, singulier mélange de provisoire et de très ancien, était située derrière un jardin clôturé, devenu un champ de neige. Les enfants étaient en train de sortir avec leur instituteur. Agglutinés autour de l'instituteur et les yeux rivés sur lui, ils bavardaient sans arrêt, parlant trop vite pour que K les comprenne. L'instituteur, un petit homme jeune, étroit d'épaules, très droit, très droit, mais sans rien de ridicule, avait déjà aperçu K, de loin. À vrai dire, en dehors de son groupe, K était le seul être humain à la ronde. Étant l'étranger, K salua le premier ce petit homme manifestement autoritaire. « Bonjour, monsieur l'instituteur, fit-il. D'un coup, les enfants se turent, et ce soudain silence qui préludait à ces paroles dut être fort agréable à l'instituteur. « Vous regardez le château ?» demanda-t-il sur un ton plus doux que K ne s'y attendait, mais qui semblait désapprouver ce que faisait K. « Oui, dit K, je suis étranger. Je ne suis sur place que depuis hier soir. »« Le château ne vous plaît pas ?» demanda rapidement l'instituteur. « Comment ?» lui demanda K à son tour, un peu interloqué, et il répéta la question en l'adoucissant. « Si le château me plaît ? Pourquoi présumez-vous qu'il me déplaît ?
Il ne plaît jamais aux étrangers, dit l'instituteur. Pour ne pas commettre d'impair, K détourna la conversation en demandant « Vous connaissez le conte, sans doute ?»« Non, fit l'instituteur qui voulut s'éloigner. Mais sans lâcher prise, K lui redemanda « Quoi? Vous ne connaissez pas le conte ?»« Et comment le connaîtrais-je » fit l'instituteur à voix basse en ajoutant à haute voix en français « Tenez donc un peu compte de la présence d'enfants innocents !» K se jugea autorisé à lui demander « Pourrais-je vous rendre visite un de ces jours, monsieur l'instituteur ? Je vais rester ici assez longtemps et je me sens un peu isolée. Je n'ai pas ma place parmi les paysans et au château non plus, sans doute. »« Il n'y a aucune différence entre les paysans et le château, » fit l'instituteur. « C'est possible, dit K, mais cela ne change rien à ma situation. Pourrais-je vous rendre visite un de ces jours ? » « J'habite rue du Cygne, près de chez le boucher. » C'était plus une information qu'une invitation. Mais K dit néanmoins « Bien, je viendrai. » L'instituteur acquiesça et se remit aussitôt en route avec la ribambelle d'enfants, qui avait recommencé à crier à tue-tête. Ils disparurent bientôt dans une ruelle très en pente. Et voilà, c'est la fin de notre lecture pour cette émission de Voyage au bout de la nuit. Nous sommes en pleine lecture de Château, le roman de Franz Kafka, excusez-moi, publié en 1926 à titre posthume par son ami Max Brod. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. Faites de beaux rêves si vous devez sombrer dans les abîmes du sommeil. Mais si vous commencez votre journée, eh bien bonne journée à vous. Peut-être qu'on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite du Château de Franz Kafka. Salut, à plus.